Abandonne ta chambre, où va-t-on maintenant, a dit mon père, quand ma sœur s'est soudainement installée ici, avec son mari. Ne te prends pas la porte en sortant, a ajouté ma sœur, d'un ton joyeux. Je suis parti. Une semaine plus tard, la panique s'est installée. Il a tout pris. Maman, délaisse-moi que ce n'est pas vrai, a hurlé ma sœur. Je me souviens encore du bruit sec, et lourd, de ma fourchette en argent tombant sur l'assiette en porcelaine. C'était un son, qui semblait résonner à l'infini, dans le silence soudain, et étouffant, de la salle à manger. Cette nuit-là, devait être un simple dîner de dimanche ordinaire, un repas de routine. Dans la maison où j'avais versé mon sang, ma sueur, et toutes mes économies. Pour la sauver de la saisie immobilière. L'air sentait le poulet rôti, et la tension accumulée. Mon père, Orson, était assis en bout de table, la posture rigide, et le regard froid, totalement dépourvu de chaleur paternelle. Il s'est penché en avant, croisant les bras sur sa poitrine, et a prononcé la phrase qui a brisé ma réalité, « Abandonne ta chambre, Mav, où va-t-on maintenant ?» Sa voix était plate, sans aucune hésitation, sans aucun remords. Je suis resté là, pétrifié, le souffle coupé. Ma sœur, Sloan, était assise à sa droite, faisant tourner son verre de vin. Elle m'a regardé avec un sourire d'une douceur écœurante, ses yeux pétillants d'un triomphe malveillant. « Ne te prends pas la porte en sortant, a-t-elle ajouté joyeusement, sa voix chantonnant presque l'insulte. À côté d'elle, son mari de clan arborait un sourire suffisant, et satisfait, tout en ajustant la manche de son costume cher. Et tapa accent grave l'œil, comme si mon expulsion n'était qu'un détail insignifiant. Balayé d'un revers de main. Une rage, pure et aveuglante, a jailli dans ma poitrine. C'était une chaleur viscérale, qui brûlait mes veines. C'est moi, qui avais passé les 4 dernières années à porter cette famille à bout de bras. C'est moi, qui payais les factures d'électricité, réparait les fondations qui s'effondraient, et apportait la nourriture sur cette table même. Chaque dollar que je gagnais, en tant qu'ingénieur en structure, semblait disparaître dans le gouffre sans fond de l'incompétence financière de mes parents. Et maintenant, ils me traitaient comme un chien errant. Ils n'avaient plus la patience de me nourrir, simplement parce que leur enfant chéri avait besoin d'un endroit où squatter. Avant de plonger dans ce gâchis, laissez un commentaire avec votre ville, et leur local, car je veux voir jusqu'où mon histoire de trahison familiale a voyagé. Ma mère, Altia, fixait ses petits pois intacts, refusant de croiser mon regard. Son silence a été le coup de grâce. Dans ce seul moment d'agonie, l'illusion de la famille s'est brisée en morceaux irréparables. Je n'étais pas une fille pour eux, j'étais un distributeur automatique de billets, vivant et respirant. Ma valeur se mesurait strictement au solde de mes comptes bancaires, et à la commodité de mon silence. Le manque de respect flagrant, la pure audace d'exiger que j'abandonne mon seul sanctuaire, dans la maison que je finançais, représentait un niveau de cruauté que je n'étais pas prêt à affronter. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, selon un rythme chaotique de chagrin et de colère profonde. Il s'attendait à ce que je baisse la tête, que j'accepte le sous-sol ou la rue, tout en continuant à financer leur illusion. Il s'attendait à trouver une victime. Je me suis levé, sentant un calme étrange, presque glacial, apaiser l'enfer qui brûlait en moi. Je pensais que franchir cette porte serait la fin de mon cauchemar, mais je n'avais aucune idée que de clan planifiait déjà de voler tout ce que mes parents possédaient. La pure audace de cet ultimatum, autour de la table, n'était pas arrivée du jour au lendemain. C'était l'aboutissement d'années de manque de respect silencieux, un poison lent que je m'étais autorisé à boire, parce que je croyais au mensonge fondamental de l'amour familial inconditionnel. Pour comprendre la profondeur de leur trahison, il faut comprendre le poids vertigineux de ce que je leur avais donné. J'avais 32 ans, mais j'avais l'impression d'avoir vécu 3 vies de stress. J'étais revenu à Omaha, non pas
Par commodité, mais par un sentiment de devoir désespéré et paniqué. La maison tombait pratiquement en ruine, manifestation physique de l'incapacité de mes parents à gérer leur propre vie. Je travaillais de longues heures épuisantes, dans mon cabinet d'ingénierie, calculant les chemins de charge, analysant les tests de résistance, et m'assurant que les structures commerciales massives ne s'effondrent pas sous la pression. Ironiquement, la structure que j'avais le plus de mal à garder intacte était ma propre famille. Je passais mes journées avec un casque de chantier, et des bottes à bout d'acier, sur des chantiers poussiéreux, à me disputer avec des entrepreneurs, et à revérifier les connexions des structures en acier. Je rentrais chez moi complètement épuisé, les muscles endoloris, et l'esprit engourdi par les chiffres, pour affronter une deuxième journée de travail. Gérer les finances chaotiques de mes parents. Le ressentiment s'était construit, bloc par bloc, formant un mur solide de griefs non dits. Orson n'a jamais vu mes sacrifices comme tels. Il les considérait simplement comme mon obligation de base. J'étais la fille sérieuse et ennuyeuse. Celle sur qui on pouvait compter, mais qui n'avait pas le charisme étincelant et chaotique de Sloan. Sloan, qui changeait d'aspiration professionnelle à chaque saison, passant d'influenceuse beauté ratée à vlogueuse voyage désastreuse, laissant derrière elle une traînée de dettes de cartes de crédit. Il célébrait chacun de ses pivots chaotiques. Tandis que ma progression constante, dans un domaine technique exigeant, n'était accueillie que par des hochements de tête désintéressés. Quand Orson a prononcé son ultimatum, les fantômes de chaque chèque que je leur avais écrit ont défilé devant mes yeux. Chaque vacance annulée, chaque dîner manqué avec des amis, chaque achat modeste que je m'étais refusé, tout cela pour couvrir leurs urgences sans fin. La pièce semblait incroyablement petite, les murs m'oppressant de toutes parts. L'odeur du poulet rôti m'a soudainement soulevé le cœur. J'ai regardé leurs visages, un par un. Orson, sévère et inflexible. Althea, faible et fuyante. Sloan, rayonnante d'une victoire non méritée. Deux clans, un parasite arrogant, se nourrissant du chaos. Ils formaient un front uni contre moi. Ils avaient réécrit l'histoire de nos vies, me présentant comme la méchante égoïste qui barrait la route au grand destin de Sloan. L'injustice de la situation était si lourde qu'il était difficile de respirer. La colère que je ressentais n'était pas chaude, ni explosive, du genre à faire crier ou lancer des objets. C'était une fureur froide, et dense. Elle s'est installée au creux de mon estomac, lourde, et immobile comme un bloc de béton. J'ai compris à ce moment-là que tenter de raisonner avec eux était une entreprise inutile. On ne peut pas utiliser la logique pour vaincre une illusion. On ne peut pas utiliser les mathématiques pour expliquer le sacrifice à des gens qui ne valorisent que l'apparence du succès. Ils voulaient ma chambre pour leur enfant chéri, et son mari tapa à accent grave l'œil. Ils voulaient effacer ma présence, tout en gardant mon portefeuille ouvert. C'était un réveil brutal, le genre de moment qui vous arrache toute trace d'optimisme naïf de l'âme. L'air dans la salle à manger semblait stagnant et toxique. Je savais que si je restais une seconde de plus, j'étoufferais sous le poids de leur sentiment de supériorité. Le silence s'étirait, lourd et étouffant, dans l'attente de ma soumission. Mais ma soumission avait expiré. Pour bien saisir l'ampleur de l'insulte, vous devez faire une visite guidée de mon musée personnel de la douleur. Rembobinons le film, il y a 4 ans. Je vivais dans un appartement lumineux et aéré, à Denver, et je commençais enfin à me faire un nom dans un cabinet d'ingénierie prestigieux. J'étais indépendante, heureuse, et à des kilomètres des drames constants et épuisants de ma famille. Puis, il y a eu cet appel téléphonique paniqué, et en larmes, d'Althea. Orson avait mal géré sa pension, fait une série d'investissements désastreux, et la banque menaçait de saisir ma maison d'enfance, à Omaha. Le chantage affectif a été immédiat et accablant.
Ils ont dépeint l'image de deux parents âgés et fragiles, jetés à la rue dans le froid. Contre toute attente, et malgré les avertissements de mes amis, j'ai emballé ma vie, demandé un transfert vers la succursale d'Omaha de mon entreprise, et je me suis réinstallé dans mon ancienne chambre. Dès l'instant où mes cartons ont touché le sol, je suis devenu la chef de famille officieuse, un rôle assorti de tout le fardeau financier, mais d'aucune autorité. Parlons de chiffres, car les ingénieurs s'intéressent aux faits, pas aux sentiments. J'ai repris le remboursement de l'hypothèque immédiatement. Chaque mois, je transférais $1 800 de mon salaire durement gagné, directement à la banque, uniquement pour leur garder un toit sur la tête. Je payais les factures d'électricité et d'eau, les impôts fonciers, et les courses alimentaires. Mais cela ne s'arrêtait pas à la simple survie. La maison était un gouffre financier, délabré. Le moment clé de ma servitude s'est produit 2 ans après mon retour. Une tempête printanière massive a balayé Omaha, et le vieux toit pourri a fini par céder. L'eau s'est déversée dans le salon, ruinant les cloisons sèches, et détrempant le parquet en bois franc. Orson tournait en rond, se tordant les mains, me regardant avec insistance. J'ai vidé mon compte d'épargne d'urgence pour embaucher une équipe d'entrepreneurs fiables. Cela m'a coûté $15 000 en argent comptant, pour arracher les vieilles tuiles, réparer les dégâts des eaux, et installer un nouveau toit étanche. Je me souviens m'être tenu dans le jardin, à regarder les ouvriers clouer, ressentant un mélange étrange de fierté, et d'anxiété profonde, face à mon compte bancaire vidé. Orson est sorti sur le porche, plissant les yeux face au soleil. Je m'attendais à un mot de gratitude, peut-être un simple merci pour avoir sauvé la maison de la moisissure, et de la pourriture structurelle. Au lieu de cela, il a froncé les sourcils, a croisé les bras, et a soupiré lourdement. Ces ouvriers font un vacarme épouvantable, s'est-il plaint, le ton chargé d'irritation. Je n'ai même pas pu faire ma sieste de l'après-midi. Dis-leur de faire moins de bruit. Je l'ai regardée, totalement stupéfaite. $15 000 de mon argent était posé sur le toit de sa maison, le gardant au sec, et sa seule préoccupation était sa sieste perturbée. C'était la réalité de mon existence. Mes sacrifices monumentaux étaient traités comme des inconvénients mineurs, s'ils ne s'alignaient pas parfaitement avec son confort. Et puis, il y avait Sloan. Pendant que je calculais des charges structurelles, et payais les réparations de toiture, Sloan vivait dans sa bulle d'illusion d'une célébrité imminente. Elle était convaincue qu'elle était faite pour la grandeur, même si elle n'avait jamais vraiment compris ce que cette grandeur impliquait. Son chef-d'œuvre en matière d'abus financier s'est produit lorsqu'elle s'est fiancée à 2 clans. Elle est venue dîner un soir, arborant une bague qui ressemblait étrangement à de l'oxyde de zirconium, bien qu'elle ait juré qu'il s'agissait d'un diamant de taille personnalisée. Elle s'est assise à cette table même, d'où je serais plus tard expulsé, pour sortir un classeur épais, rempli de coupures de magazines et d'impressions Pinterest. Elle a annoncé qu'elle planifiait un mariage à l'étranger dans un vignoble rustique, avec des orchidées importées, une cascade de champagne, et une robe de créateur sur mesure. Puis, elle a lâché la bombe. Elle a regardé Orson et Althea, les yeux grands ouverts et suppliants, et a dit qu'elle avait besoin de $20 000 pour couvrir l'acompte du lieu de réception, et les arrangements floraux. Orson s'est frotté la mâchoire, l'air inconfortable, mais soumis. Althea m'a regardé. Mav, a dit ma mère, d'une voix dégoulinante de cette douceur manipulatrice qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose de déraisonnable. Tu as un si bon travail. Tu as un excellent dossier de crédit. Pourquoi ne pas contracter un petit prêt personnel pour aider ta sœur? C'est son grand jour. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je faisais déjà des heures supplémentaires pour reconstituer mon épargne après le désastre du toit. J'ai regardé Sloan, qui hochait la tête avec enthousiasme, comme s'il me demandait de
M'endetter de 20 000 $ pour une simple fête était la demande la plus naturelle au monde. J'ai refusé. J'ai exposé les calculs. J'ai expliqué mes dépenses, l'hypothèque que je payais. Déjà pour eux, l'absence de filet de sécurité. Je leur ai opposé un non ferme et catégorique. La réaction a été rapide et brutale. Sloan a éclaté en larmes. Théâtral, gémissant que je gâchais sa vie, et que j'avais toujours été jalouse de son bonheur. Orson a frappé du poing sur la table. Tu n'as pas de cœur, Mav, a-t-il crié, le visage cramoisi. Ta sœur a besoin de toi, et toi, tu restes assise là à compter tes sous comme une avare. La famille s'entraide. Je suis resté ferme, refusant d'hypothéquer ma vie financière pour son projet de vanité. Ils ont finalement réussi à rassembler une fraction de la somme grâce à une carte de crédit à taux d'intérêt élevé qu'ils m'avaient caché, et le mariage a été réduit à une réception dans une salle des fêtes locales, assez ringarde. Mais le mal était fait. À leurs yeux, j'étais la méchante. J'étais la sœur aînée. Égoïste, et sans cœur, qui refusait de soutenir les rêves de l'enfant chéri. Mon toit à 15 000 $ était oublié. Mes paiements mensuels d'hypothèque étaient considérés comme indus, mais mon refus de financer une fête de luxe était un péché impardonnable. Je suis resté sur mes positions, et j'ai refusé de payer pour la fausse vie de luxe de Sloan. C'était mon premier avertissement. Mais ensuite, elle a ramené Declan à la maison. Declan était un signal d'alarme. Sur pattes, enveloppé dans un costume sur mesure, qui sentait fort l'eau de colonne chère et entêtante. La première fois que Sloan l'a amené à la maison. Pour les présentations officielles, et s'est garé dans l'allée à bord d'une Porsche bleu nuit impeccable. J'observais depuis la fenêtre du salon, mon cerveau d'ingénieur passant immédiatement en mode analytique. La voiture avait des plaques de concessionnaire. Elle était louée, mais Orson et Altia étaient hypnotisés. Ils ont presque trébuché sur eux-mêmes, en courant vers le Porsche pour l'accueillir. Il est sorti de la voiture, arborant un sourire éclatant, et bien rodé. Il portait une Rolex imposante au poignet, prenant soin de faire de grands gestes chaque fois qu'il parlait, pour que la lumière du soleil accroche le métal. J'ai remarqué tout de suite que la trotteuse sautait par saccades, au lieu de glisser de manière fluide, comme sur un véritable mouvement automatique. C'était une fosse, tout comme la voiture, tout comme l'homme lui-même. Mais mes parents étaient aveugles aux détails. Ils ne voyaient que la surface brillante. Le dîner, ce soir-là, a été un exercice d'extrême patience. Declan a dominé la conversation, lançant des termes techniques creux, qui semblaient impressionnants pour quiconque n'y connaissait rien. Il prétendait être un investisseur en capital investissement de premier plan, spécialisé dans l'immobilier commercial. Il parlait rapidement de synergie, d'effets de levier crypto, et de paradigmes de marché disruptifs. Orson hochait la tête sagement, ne comprenant visiblement pas un traître mot, mais profondément impressionné par son assurance. Altia regardait Declan avec une adoration non dissimulée, le traitant comme un membre de la royauté. Je restais assise en silence, coupant mon steak, tout en analysant les incohérences de ces grands récits. Le tournant s'est produit lorsqu'il a décidé de tourner son attention vers moi. Il s'est adossé à sa chaise, faisant tourner son vin rouge, et a jeté un regard condescendant à travers la table. Alors, Mav, Sloan me dit que tu es ingénieur. Tu fais des calculs, tu vérifies le béton, ce genre de choses, a-t-il demandé, d'un ton empreint de supériorité. J'ai hoché la tête, gardant le visage neutre. Ingénieur en structure. Oui. Je m'assure que les bâtiments ne s'effondrent pas. Il a ricané, un bruit sec et méprisant. C'est un travail solide et honnête. Mais, tu sais, les esclaves salariés ne s'enrichissent jamais. Belle-sœur, tu échanges ton temps contre un salaire fixe. Tu passeras toute ta vie à travailler pour la vision de quelqu'un d'autre.
Il faut prendre des risques massifs, si l'on veut des récompenses massives. Tu as besoin d'exploiter tes actifs, de te bâtir un portefeuille. Orson est intervenu avec enthousiasme. Declan a raison, Mav. Tu devrais l'écouter. Il sait comment fonctionne le monde réel. Tu es trop prudente. J'ai senti un muscle se contracter dans ma mâchoire. J'étais prudente, parce que ma prudence était la seule chose qui les empêchait de finir au tribunal des faillites. Mais j'ai gardé ma langue, curieuse de voir jusqu'où iraient ces mensonges. Oh, ai-je demandé doucement. Quel genre de risque massif prends-tu en ce moment, Declan? Parle-nous de ta dernière acquisition. Il s'est penché en avant, sentant un public impatient d'être ébloui. En fait, je boucle une transaction énorme la semaine prochaine. Une immense propriété commerciale en plein centre-ville, un emplacement de choix. Nous allons la vider entièrement, la réaménager en loft de luxe à usage mixte. Et la revendre pour 3 fois l'investissement. C'est le vieil entrepôt de briques, au coin des ruelles Maple. Une structure magnifique. Il a juste besoin d'un visionnaire pour libérer sa valeur. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Je connaissais ce bâtiment. Je le connaissais très intimement, car mon entreprise avait été mandatée par la ville pour l'inspecter 2 mois auparavant. Le bâtiment situé au coin de Elmé Maple n'avait pas du tout une structure magnifique. Ses fondations étaient gravement compromises, il présentait des dégâts massifs de termites dans les poutres porteuses principales, et un problème de moisissure toxique qui nécessitait une décontamination spécialisée. La ville l'avait condamné, bloqué dans un réseau complexe de violations de zonage, et de paperasse administrative structurelle, qu'il faudrait des années, et des millions de dollars, pour résoudre avant même de pouvoir donner le premier coup de marteau. C'était un cauchemar inassurable, impossible à acheter ou à exploiter sans une intervention municipale massive, et lourdement réglementée. Et voilà que Declan affirmait avec assurance qu'il bouclait une transaction de capital investissement dessus la semaine prochaine. Il mentait. Ce n'était pas une petite exagération. C'était un mensonge éhonté, fabriqué de toutes pièces. Conçu pour impressionner des personnes qui ne connaissaient rien au domaine. J'ai regardé son visage suffisant, sa fausse montre qui tournait, puis j'ai regardé Orson, qui fixait Declan avec un mélange d'admiration et de cupidité. J'aurais pu le démasquer sur le champ. J'aurais pu afficher les rapports d'inspection de la ville sur mon téléphone, et détruire sa petite comédie. But. En regardant mes parents, en voyant à quel point ils voulaient désespérément croire à cette poule aux œufs d'or, j'ai su que cela se retournerait contre moi. Si je le démasquais, je ne serais pas l'héroïne qui les protégeait d'un imposteur. Je serais la sœur jalouse, et amère, essayant encore de gâcher le bonheur de Sloan. Ils le défendraient, tout comme ils avaient défendu la demande d'argent de Sloan pour son mariage. J'ai bu une lente gorgée d'eau, masquant la froide certitude qui s'emparait de moi. Cela semble être un projet très ambitieux, Declan, ai-je dit calmement. Je te souhaite la meilleure des chances avec les inspecteurs de la ville. Il a balayé l'air d'un geste dédaigneux. La bureaucratie n'est qu'un léger ralentisseur pour les personnes qui ont du capital, Mav. Il suffit de connaître les bonnes personnes. Si vous avez déjà dû vous mordre la langue pendant qu'un escroc charmait votre famille, cliquez sur le bouton j'aime. Vous allez vouloir entendre la suite. Le reste de la soirée ne fut qu'un flou de vantardise de sa part, et de flatterie de la leur. Lorsqu'il est enfin parti au volant de sa Porsche de location, la maison a semblé souillée par sa présence. Je me suis retiré dans ma chambre, le sanctuaire que j'avais tant lutté pour préserver, et je me suis assise sur le bord de mon lit, dans le noir. Mon esprit tournait à toute allure, reliant les points entre son comportement tape à accent grave-l'œil, son jargon creux, et ses mensonges flagrants. Je savais qu'il était un imposteur.
Je savais qu'il était dangereux. Je savais qu'il mentait. Je ne savais simplement pas qu'il visait le toi-même au-dessus de nos têtes. L'illusion de paix a volé en éclats, de manière violente, à peine 3 mois après leur mariage à petit budget. C'était un mardi soir pluvieux. Je venais de finir d'examiner une pile massive de plans, et j'étais assise dans le salon, essayant de me détendre avec une tasse de thé. Orson dormait dans son fauteuil inclinable usé, la télévision hurlant un tournoi de golf. Altia était dans la cuisine, fredonnant nerveusement tout en coupant des légumes. La tension dans la maison était lourde depuis le début de la semaine. Orson passait des appels téléphoniques secrets, à voix basse, changeant brusquement de sujet dès que j'entrais dans la pièce. Puis, il y a eu le bruit de pneus lourds crissant sur l'allée de gravier, suivi par des claquements de portières. Je me suis levé, pour aller à la fenêtre. Un SUV de covoiturage noir tournait au ralenti devant chez nous. Sloan et Declan se tenaient sous la pluie, traînant 6 valises de marque massives sur le porche. Ils avaient l'air décoiffés, leur vernis soigné habituel s'étant fissuré. Declan se disputait agressivement avec le chauffeur au sujet du prix de la course, tandis que Sloan repoussait frénétiquement ses cheveux mouillés de son visage, hissant une lourde malle Louis Vuitton sur les marches. L'effroi s'est installé dans mon estomac, froid et lourd. J'ai ouvert la porte d'entrée juste au moment où ils atteignaient le palier. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, fixant la montagne de bagages. Sloan est passé devant moi sans un mot, traînant la malle sur le parquet que j'avais payé pour faire vitrifier. « On emménage ?» a-t-elle annoncé, à bout de souffle, en déposant les sacs au milieu du hall d'entrée. Orson s'est réveillé en sursaut à cause du bruit. Il s'est traîné dans le couloir, son visage s'illuminant instantanément à leur vue, ignorant complètement le fait qu'ils ressemblaient à des réfugiés fuyant une catastrophe. Declan est entré, secouant la pluie de son trench-coat coûteux. Notre condo de luxe a eu une panne de plomberie massive, a-t-il menti avec fluidité, en évitant mon regard. De la moisissure noire partout. L'entreprise de gestion vide l'endroit. Nous avons besoin d'un endroit où crécher pendant qu'il rénove notre manoir. C'était une excuse pathétique. Les copropriétés de luxe n'expulsent pas leurs locataires sous la pluie sans indemnité d'assurance massive, ou sans leur fournir des chambres d'hôtel. Ils étaient fauchés. Ils avaient été expulsés. Je pouvais lire le désespoir dans les traits tirés autour de la bouche de Declan, et la panique dans les yeux fuyants de Sloan. Mais mes parents ont gobé cette histoire ridicule sans poser une seule question. Oh, pauvre de vous, a halté Altia, en se précipitant pour serrer Sloan dans ses bras. Bien sûr que vous pouvez rester ici. C'est votre maison. Nous avons amplement de la place. Le problème, c'était que nous n'avions pas amplement de la place. C'était une maison modeste de 3 chambres. Mes parents occupaient la suite parentale. La deuxième chambre était mon sanctuaire, rempli de mes tables à dessin, de mon ordinateur, et des meubles que j'avais achetés. La troisième chambre était un espace minuscule, et humide dans le sous-sol, servant actuellement de débarras pour les vieilleries d'Orson, et de terrain de jeu pour les araignées. Nous sommes passés dans la salle à manger pour le dîner. L'atmosphère était incroyablement tendue. Sloan picorait sa nourriture, se plaignant du manque de pression d'eau dans la salle de bain des invités. Declan faisait défiler furieusement du contenu sur son téléphone, ignorant tout le monde. Je restais assise en silence, attendant que le couperet tombe. Il est tombé au milieu du repas. Orson s'est raclé la gorge, posant sa fourchette avec un bruit métallique délibéré. Il m'a regardé, son expression se durcissant pour afficher ce masque familier d'autorité obstinée. Mav, a-t-il commencé, d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Declan et Sloan ont besoin d'un espace convenable pour travailler, et se remettre de cette catastrophe de condo.
Le sous-sol ne leur convient pas. J'ai arrêté de mâcher. J'ai regardé Orson, puis Sloan, qui semblait soudain très intéressé par ça. Salade, un infime sourire triomphant flottant sur ses lèvres. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, papa ?» ai-je demandé, d'une voix dangereusement basse. « Donne ta chambre, Mav » a ordonné Orson, « où va-t-on maintenant ?» Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et toxiques. C'était la trahison ultime, livrée entre deux bouchées de pommes de terre. Rôti. J'ai regardé Althea. « Maman » ai-je dit, attendant qu'elle intervienne, qu'elle soit la voix de la raison. Althea a refusé de me regarder. Elle s'est concentrée intensément sur son assiette. « Ne sois pas mesquine, Mav. » a-t-elle murmuré faiblement. Ils accomplissent de grandes choses. De Clan a besoin d'un bureau à domicile pour ses investissements. Tu peux t'aménager un joli petit espace au sous-sol. Ce ne sera pas pour toujours. J'ai ressenti une décharge d'adrénaline si intense que mes mains se sont mises à trembler. Je les ai posées à plat sur la table pour me stabiliser. Je paie l'hypothèque de cette maison, ai-je dit, la voix tremblante d'une rage. Contenu. J'ai payé 15 000 $ pour le toit qui est au-dessus de vos têtes. J'ai acheté le réfrigérateur dans lequel vous conservez cette nourriture. Et vous me dites d'aller dormir dans un sous-sol moisi, pour que votre fille au chômage, et son escroc de mari, puisse prendre mon lit. De Clan a enfin levé les yeux de son téléphone, un rictus méprisant aux lèvres. Ne sois pas dramatique, Mav. Nous sommes une famille. Nous faisons des sacrifices. De plus, mon entreprise est sur le point de boucler une fusion technologique massive. Je t'achèterai une nouvelle maison dès que les fonds seront débloqués. Ne te prends pas la porte en sortant, a ajouté Sloan. Joyeusement, incapable de contenir sa jubilation. Elle adorait ça. Elle adorait me voir ainsi rejeté. J'ai regardé Orson. Son visage était un mur de briques de défiance. J'ai pris ma décision, a-t-il déclaré froidement. Soit tu te montres solidaire de ta sœur, et tu descends tes affaires au sous-sol ce soir. Soit tu fais tes valises. Et tu quittes ma maison. Sa maison. La maison que j'avais sauvée, la maison que je finançais. À ce moment précis, le dernier fil de l'obligation familiale a rompu. J'ai ressenti une clarté étrange et profonde. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. La colère était si profonde qu'elle a complètement contourné toute émotion extérieure. J'ai lentement reculé ma chaise, et je me suis levé. J'ai regardé ces 4 personnes, une famille de parasites protégeant les siens. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je supplie, que je négocie, pour finalement me soumettre, et m'installer dans ce sous-sol humide et moisi. Au lieu de cela, je leur ai donné exactement ce qu'ils demandaient, et j'ai emporté mes affaires avec moi. Le silence qui a suivi mon départ de la salle à manger était palpable. Je n'ai pas monté les escaliers en tempêtant. J'ai marché d'un pas délibéré, et mesuré. La clarté que je ressentais était enivrante. Pendant des années, j'avais laissé la culpabilité, et un sens déformé du devoir, m'enchaîner à un navire en train de couler. Maintenant, Orson lui-même m'avait tendu le canot de sauvetage, et m'avait dit de sauter. J'étais de plus en plus ravi de m'exécuter. Je suis entré dans ma chambre, et j'ai sorti mon grand sac de voyage du placard. J'ai fait mes bagages méticuleusement, mon esprit d'ingénieur reprenant le dessus. Des vêtements, des produits de toilette, des documents vitaux, mon ordinateur portable. Mais je ne faisais pas que ranger mes affaires personnelles. Je reprenais mes investissements. L'ordre était clair, je devais partir. Mais aucune clause ne stipulait que je devais laisser derrière moi le confort que j'avais payé. J'ai commencé par les appareils électroniques. Je suis allé dans le salon.
ignorant les chuchotements étouffés et nerveux qui provenaient de la table à manger. Je me suis dirigé directement vers la télévision intelligente massive. De 65 pouces, montée sur le mur. Je l'avais achetée pour l'anniversaire d'Orson. L'année précédente, un modèle haut de gamme qui m'avait coûté plus d'une semaine de salaire. J'ai débranché les câbles, j'ai soulevé l'écran lourd de son support, et je l'ai posé délicatement face contre terre sur une couverture. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Orson a jailli depuis l'embrasure de la porte. Il se tenait là, le visage rouge, mêlant confusion et colère montante. Je ne l'ai pas regardé. « Je pars, exactement comme ordonné, ai-je dit. Calmement, en enroulant le cordon d'alimentation. Et je prends ce qui m'appartient. J'ai porté le téléviseur jusqu'au coffre de ma voiture. J'ai fait plusieurs allers-retours. J'ai pris le micro-ondes haut de gamme que j'avais acheté lorsque l'ancien avait pris feu. J'ai pris la chaise de bureau. Ergonomique dans le coin, mais ma récupération la plus satisfaisante a été le système de filtration d'eau. L'eau de la ville, dans notre quartier, avait un fort goût de chlore et de rouille. Un an auparavant, j'avais engagé un plombier et payé $3000 pour installer, dans la cuisine, un système de filtration d'eau par osmose inverse ultramoderne, pour toute la maison. C'était mon argent, et mon nom figurait sur la facture. Je suis entré dans la cuisine, j'ai pris une clé à molette dans le tiroir à outils, et j'ai rampé sous l'évier. Le bruit du métal cliquetant contre le métal résonnait dans la maison. Silencieuse. Sloan a débarqué dans la cuisine, Declan la suivant de près. « Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais exactement là-dessous » a exigé Sloan. En croisant les bras. J'ai fermé la vanne principale, coupant l'alimentation en eau de la cuisine, et j'ai commencé à débrancher le réseau complexe de tubes et de filtres. Je récupère ma propriété, ai-je répondu, en grognant tout en desserrant un boulon récalcitrant. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Sloan, la panique rendant sa voix aiguë. J'ai besoin d'eau propre pour ma routine de soins de la peau. Tu es incroyablement mesquine, Mav. J'ai glissé hors de sous l'évier, tenant l'unité de filtration lourde, et dégoulinante, dans mes bras. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu voulais la maison, Sloan. Tu as la maison, mais tu n'as pas mon compte en banque. Profite bien du reste. Declan a fait un pas en avant, essayant de maintenir sa façade d'indifférence fortunée, bien que sa mâchoire soit crispée. Laisse-la prendre ses petits jouets, Sloan, a-t-il ricané, en bombant le torse. J'appellerai un entrepreneur demain, et je t'achèterai un système 10 fois supérieur. Nous n'avons pas besoin de ces vieilleries. J'ai souri, d'un sourire sincère et glacial. J'ai hâte de voir ça, Declan. Assure-toi d'utiliser une vraie carte de crédit, et pas celle que tu as plafonnée pour louer cette Porsche. Son visage a pris une teinte violette, sombre et laide. Mais il n'a rien dit. Il a reculé, me laissant passer. J'ai transporté le système dégoulinant dehors, et je l'ai jeté sur la banquette arrière de ma voiture. J'ai fait un dernier balayage visuel de ma chambre, m'assurant de ne rien laisser de valeur. La pièce semblait vide, dépouillée de ma personnalité, réduite à 4 murs nus. Ce n'était plus un sanctuaire. C'était juste un espace vide. Je suis sorti par la porte d'entrée, sans dire au revoir. Je n'ai pas regardé en arrière vers Orson, qui se tenait sur le porche, les bras croisés, m'observant partir avec un air sombre et renfrogné. Je n'ai pas regardé Altia, qui pleurait en silence dans un torchon. J'ai démarré le moteur. Le ronronnement familier de ma voiture se révélant réconfortant dans la nuit. En m'éloignant, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, la maison m'a semblé plus petite, plus triste. Le lourd fardeau de la responsabilité, qui avait pesé sur mes épaules pendant 4 longues années, a soudainement disparu. J'ai senti une vague de liberté pure et absolue m'envahir.
L'air dans la voiture semblait plus propre, plus léger. J'ai baissé la vitre, et j'ai laissé la brise fraîche de la nuit me fouetter le visage. J'ai conduit directement jusqu'à l'appartement de ma plus proche amie, et collègue de travail, Rowana. Je lui avais envoyé un SMS résumant brièvement l'explosion, et elle m'avait immédiatement dit de passer. Quand elle a ouvert sa porte, me voyant là, avec des cernes sous les yeux, et une voiture pleine d'appareils électroménagers, elle n'a posé aucune question. Elle m'a simplement serré fort dans ses bras, puis m'a aidé à monter l'immense téléviseur par les escaliers, jusqu'à sa chambre d'amis. Nous sommes restés assis sur son canapé tard dans la nuit, à boire du vin bon, marcher, et à manger des plats à emporter. Je lui ai raconté la confrontation en détail, la pure audace des mensonges de deux clans, et la douloureuse réalité de la trahison de mes parents. Rowana, vive d'esprit et pragmatique, m'a écouté en silence, avant de secouer la tête. Tu es bien mieux ainsi, Mav, a-t-elle dit fermement. C'est un navire en train de couler, et ils essayaient de t'enchaîner au mât. Laisse deux clans jouer au capitaine. Il va les faire s'échouer. Plus vite que tu ne le penses. J'ai dormi cette nuit-là sur le futon de Rowana. C'était inconfortable. Les lampadaires extérieurs étaient trop brillants, et la pièce sentait légèrement le chat, mais ce fut le meilleur sommeil que j'ai connu depuis des années. Je me suis réveillé le lendemain matin pleine d'énergie, prête à me réapproprier ma vie, mes finances, et ma paix d'esprit. J'ai commencé à chercher un petit studio calme en centre-ville, loin de la banlieue, et de la gravité toxique de ma famille. J'ai trouvé un endroit. Rapidement, j'ai signé un au-bail, et j'ai commencé à emménager. Pendant 4 jours glorieux, ma vie m'a appartenu. J'allais au travail, me concentrais sur mes conceptions de structure, et je rentrais chez moi, dans un espace où personne ne réclamait mon argent, ni n'insultait ma carrière. Le silence de mon nouvel appartement était un baume apaisant. Mais la paix n'a duré que 4 jours, car Sloan n'avait pas fini de faire de ma vie un enfer. L'attaque n'est pas venue directement d'elle. Elle était bien trop lâche pour une confrontation directe. Au lieu de cela, elle a lâché ses sbires. Tout a commencé un jeudi matin, alors que j'étais en plein milieu d'un calcul complexe de répartition des charges, à mon bureau professionnel. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Puis, il a vibré encore, et encore. En moins d'une minute. Il s'est mis à vibrer en continu, un bourdonnement mécanique implacable, et irrité. J'ai soupiré en le ramassant, m'attendant à un courriel professionnel. Paniqué concernant une livraison de béton retardée. Au lieu de cela, j'ai vu un raz-de-marée de notifications Facebook, de mentions, de messages directs, et d'émojis en colère. Mon cœur s'est serré quand j'ai ouvert l'application. Tante Béatrix, la sœur cadette d'Altia, et championne incontestée des ragots familiaux, avait publié un long texte décousu sur son journal public. Béatrix était une femme amère, qui passait ses journées à surveiller la vie des autres, jugeant leurs choix, tout en ignorant sa propre réalité chaotique. Elle m'avait identifié, ainsi qu'Orson, Altia, Sloan, et une douzaine d'autres parents éloignés. La publication était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle, et de mensonges flagrants. On pouvait y lire, j'ai le cœur absolument brisé de voir ce que cette jeune génération est devenue. Regarder une fille abandonner ses parents âgés, et vulnérables, dans leur moment de détresse est une véritable tragédie. Mav a décidé que sa carrière prestigieuse, et son style de vie égoïste, étaient plus importants que la famille qui l'a élevée. Elle a fait ses valises, et s'est enfuie au milieu de la nuit, laissant les pauvres Orson et Altia se débrouiller seuls, alors qu'ils doivent faire face à d'importantes réparations dans la maison. Dieu merci pour Sloan, et son merveilleux mari de clan, qui ont emménagé pour s'occuper d'eux. Honte à toi, Mav. L'argent change les gens, mais le sang devrait être sacré pour toujours. Une photo volée de moi, profondément désavantageuse,
prise lors d'un dîner de Thanksgiving il y a des années, où j'avais l'air agacé, était jointe à la publication. Sous le texte, la section des commentaires était une zone de guerre. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans me traitaient de gamine gâtée. Des amis de la famille laissaient des émojis de mains jointant prière, et exprimaient leur profonde déception quant à mon caractère. Sloan avait aimé la publication, y ajoutant son propre commentaire. Cela a été si difficile pour maman et papa. Declan et moi faisons tout notre possible pour réparer les dégâts qu'elle a laissés derrière elle. S'il vous plaît, priez pour notre famille. La pure et stupéfiante hypocrisie de la situation m'a fait bouillir le sang. Il présentait mon expulsion, une expulsion qu'Orson avait exigée avec agressivité, comme un abandon cruel. Il dépeignait ce parasite de Declan comme le sauveur. Les messages directs étaient pires encore. Ils étaient remplis de venin, m'accusant d'abus sur personnes âgées, d'accaparer les richesses, et d'être un monstre froid et calculateur. Le téléphone a vibré à nouveau dans ma main. Appel entrant. C'était Orson. J'ai hésité, puis j'ai glissé pour répondre. Ma mâchoire s'est crispée si fort que mes dents me faisaient mal. Allô, Mav. Sa voix a résonné dans le haut-parleur, dure et exigeante. As-tu vu ce que Béatrix a publié? Toute la famille parle de ton petit numéro. Tu nous affiches. Mon numéro, ai-je sifflé, en gardant la voix basse pour que mes collègues n'entendent pas. Tu m'as littéralement ordonné de sortir de la maison. Tu m'as dit de partir. Ne déforme pas mes paroles, a-t-il hurlé en retour. Tu as fait un caprice parce que tu ne voulais pas partager la maison avec ta sœur. Tu as abandonné tes responsabilités. Maintenant, écoute-moi attentivement. Ce n'est pas parce que tu t'es enfui que tes obligations s'arrêtent. Tu vas continuer à nous envoyer $2000 par mois pour l'hypothèque, et l'entretien. C'est ton devoir de piété filiale. Tu nous dois bien ça pour t'avoir élevé. L'audace était si immense qu'elle en devenait presque comique. Il m'avait mis à la porte pour faire de la place à un escroc, avait permis à ma tante de traîner mon nom dans la boue sur un forum public, et exigeait maintenant une énorme pension mensuelle, tel un tyran collectant des impôts. Je ne vous enverrai pas un centime, Orson, ai-je dit, d'une voix étrangement calme. Vous avez choisi Declan. Laissez-le payer votre hypothèque avec ses transactions financières massives. Ne m'appelle plus jamais. J'ai raccroché. Et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis, j'ai bloqué Altia. J'ai bloqué Sloan, Declan, tante Béatrix, et chaque cousin qui avait laissé un commentaire désagréable. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone, et j'ai tout verrouillé, me créant une forteresse numérique impénétrable. Je suis entré dans la salle de pause, les mains tremblant légèrement à cause du reste d'adrénaline. Rowana préparait du café. Elle a jeté un regard sur mon visage pâle, et a posé la cafetière. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle demandé brusquement. Je lui ai montré la publication. Elle a parcouru les commentaires, ses yeux se plissant de dégoût. Ces gens sont une secte, Mav. Ils construisent un récit pour justifier de te vider de ton argent. Ils veulent faire de toi la méchante, pour ne pas avoir à se regarder dans un miroir. Elle m'a tendu une tasse de café noir. Tu dois te protéger, a-t-elle dit, sa voix glissant vers un ton sérieux et autoritaire. Declan est un escroc. Tu le sais. Et les escrocs ne s'arrêtent pas à un loyer gratuit. Ils fouillent dans les actifs. C'est quand la dernière fois que tu as vérifié ton dossier de crédit? As-tu vérifié les registres de la propriété publique? Si ton nom est lié à quoi que ce soit qu'il touche, il va te ruiner. Je me suis figé. Mon nom n'était pas sur l'hypothèque. Orson avait insisté pour garder le titre de propriété à son nom pour préserver sa fierté, même si c'était
Moi qui effectuais les paiements. Mais mon nom était associé à leur adresse. Mon courrier y avait été envoyé pendant 4 ans. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale, figurant sur de vieux documents fiscaux stockés dans le classeur du sous-sol. Une sueur froide a coulé dans mon cou. Rowana avait raison. L'attaque sur les réseaux sociaux était une distraction, un écran de fumée pour me garder sur la défensive, pendant que deux clans opéraient dans l'ombre. Je me suis précipité vers mon bureau, mes doigts volant sur le clavier. Je me suis connecté au portail d'une grande agence d'évaluation du crédit, mon cœur battant à un rythme frénétique contre mes côtes. J'ai répondu aux questions de sécurité, mon souffle se bloquant dans ma gorge alors que la page se chargeait. Je me suis connecté au portail de ma banque. Mon score de crédit était parfait. Mais les registres fonciers publics de mes parents, eux, représentaient une histoire d'horreur qui ne demandait qu'à se révéler. Merci d'avoir regardé la deuxième partie de cette histoire. Si vous êtes satisfait que j'ai décidé de déménager et d'emporter toutes mes affaires, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Amwin. C'est un symbole spécial pour les spectateurs qui m'ont suivi jusqu'ici. J'aimerais, et je répondrai à tous les commentaires contenant le mot-clé Amwin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir quelle catastrophe de clan va provoquer ensuite. Je me suis connecté au portail de ma banque. Mon score de crédit était parfait. Mais les registres fonciers publics de mes parents, eux, représentaient une histoire d'horreur qui ne demandait qu'à se révéler. L'avertissement de Rowana résonnait dans mon esprit, comme une alarme persistante et glaciale, que je ne pouvais plus ignorer. Les escrocs ne s'arrêtent pas à un loyer gratuit, ils creusent dans les actifs. J'étais assise à la petite table de ma cuisine, dans mon nouveau studio, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable projetant des ombres longues et dures à travers la pièce. Dehors, la ville d'Omaha était calme, mais dans ma poitrine, une tempête d'anxiété se préparait. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigation, et me suis rendu sur le portail des registres fonciers publics du greffe du comté. Le site web était lourd, une relique obsolète des débuts d'Internet, mais il détenait les vérités juridiques que ma famille essayait désespérément d'ignorer. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait fermer l'ordinateur, se verser un verre de vin, et prétendre que la ruine financière de ma famille n'était plus mon problème. Ils m'avaient mise dehors. Ils avaient choisi Sloan et deux clans. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Mais mon cerveau d'ingénieur, cette partie de moi entraînée à détecter les faiblesses structurelles, et à prévenir les défaillances catastrophiques, ne me laissait pas abandonner. Je devais connaître l'étendue des dégâts. Je devais savoir si le rayon d'impact de la fraude de deux clans allait atteindre le pas de ma porte. J'ai tapé le nom légal d'Orson, et l'adresse de la maison. L'icône de recherche a tourné pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Lorsque les résultats sont enfin affichés à l'écran, mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Là, répertorié sous l'acte de fiducie principal, figurait un document récemment déposé. Il était daté d'il y avait à peine 3 semaines, pile au moment où deux clans et Sloan s'étaient brusquement installés. C'était une deuxième hypothèque. Mes yeux ont balayé le document PDF numérisé, se focalisant sur les chiffres. J'ai senti le sang quitter mon visage, laissant ma peau froide et moite. Le montant du prêt était stupéfiant. 320 000 $. 320 000 $. C'était une somme astronomique, bien supérieure à la valeur nette restante sur l'hypothèque d'origine, que je remboursais depuis 4 ans. Mon esprit tournait à toute allure, essayant de comprendre comment Orson, un retraité avec une pension mal gérée, et un historique de mauvais crédit, pouvait obtenir un prêt de cette importance. J'ai fait défiler la page jusqu'à la section du garant, et du créancier gagiste. Le prêteur n'était pas une banque traditionnelle,
ni une caisse de crédit reconnue. C'était une entreprise obscure. De prêt privé, située hors de l'État, et enregistrée comme le garant principal. L'entité garantissant le prêt sur la propriété était une société à responsabilité limitée, une entreprise nommée Apex Synergy Holdings. Je n'avais pas besoin d'une équipe d'avocats d'affaires pour me dire à qui appartenait Apex Synergy Holdings. Ce nom prétentieux, et dénué de sens, portait la signature évidente de Declan. Il avait convaincu Orson d'emprunter sur la valeur nette totale de la maison pour garantir un prêt d'argent massif, en utilisant sa fausse société de capital investissement comme intermédiaire. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. J'ai continué à creuser, en cliquant sur les documents d'évaluation joints, qui justifiaient un montant de prêt aussi élevé. Les prêteurs ne distribuent pas 320 000 $ sans preuve que la propriété en vaut le coup. J'ai ouvert le rapport d'évaluation foncière. En lisant les notes de l'évaluateur, une vague de profonde nausée m'a submergé. Le rapport citait des améliorations structurelles récentes et importantes apportées aux fondations et au toit, gonflant de manière drastique la valeur marchande de la vieille maison. Annexée à l'évaluation, pour servir de preuve documentée de ces rénovations de grande valeur, se trouvaient des copies de plans architecturaux et de calculs de structure. C'étaient mes plans. J'ai reconnu le cartouche. J'ai reconnu les calculs spécifiques de répartition des charges que j'avais fait sur mon temps libre, sur ma propre table à dessin, pour m'assurer que le nouveau toit que j'avais payé 15 000 $ était structurellement sain. Declan avait fouillé dans mes dossiers à la maison, volé mon travail professionnel, et l'avait soumis au prêteur véreux, pour gonfler artificiellement la valeur de la propriété d'Orson. Il avait instrumentalisé mon propre travail, ma propre expertise, pour faciliter le vol de la maison de mes parents. La colère qui m'a frappé n'était pas la rage chaude et explosive du soir du dîner. Cette fois-ci, c'était une fureur froide et calculatrice. C'était la colère vive et précise d'un professionnel dont le travail a été volé et manipulé par un parasite. Declan n'était pas seulement un menteur. C'était un voleur, et il utilisait mes parents comme des complices consentants. J'ai passé les 3 heures suivantes à sauvegarder chaque document. J'ai téléchargé l'acte de fiducie, l'évaluation frauduleuse, les formulaires de montage du prêt, et les accords de garantie. Je les ai sauvegardés sur un serveur cloud sécurisé, et j'ai imprimé des copies physiques, les organisant dans un dossier épais, de preuves incontestables. J'avais l'arme du crime. J'avais la piste écrite exacte détaillant comment Declan vidait la substance vitale du patrimoine de ma famille. Mais je connaissais mes parents. Je connaissais la profondeur terrifiante de leur aveuglement. Si je me contentais de rouler jusqu'à la maison pour remettre ce dossier à Orson, il ne me remercierait pas. Il m'accuserait de piratage, de falsification de documents, ou de tenter de saboter son gendre en or par pure méchanceté. Altia pleurerait, et me dirait d'arrêter d'être si négative. Sloan hurlerait que j'essaie de détruire son mariage. Ils étaient trop profondément investis dans le mensonge pour accepter la vérité. De la part de la fille qu'ils avaient rejetée. Je ne pouvais pas aller vers eux. Je devais affronter le diable en personne. Je devais regarder Declan dans les yeux, lui montrer que son fragile château de cartes m'était parfaitement visible, et lui donner un choix. Il pouvait s'en aller, ou je réduirais ça. Comédie en cendres. J'ai pris mon téléphone, mes mains étant remarquablement stables, malgré l'adrénaline qui coulait dans mes veines. J'ai trouvé son numéro dans mes contacts, un numéro que je n'avais utilisé qu'une seule fois pour lui envoyer l'adresse d'une réunion de famille. J'ai rédigé un message texte court et précis, retrouve-moi au café et coffee. Roster du centre-ville, sur la 10e rue, demain à midi. Viens seul. Je sais. Pour Apex Synergy Holdings. Je sais pour les 320 000 $. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai jeté le téléphone sur le canapé, et j'ai fixé l'épais dossier 2.
preuve sur ma table. J'avais l'arme du crime, mais je savais que si je la remettais simplement à mes parents, ils le défendraient. Je devais affronter le diable en personne. Le café du centre-ville, sur la 10e rue, était un établissement animé, et bruyant, rempli du sifflement fort des machines à expresso, et du bavardage chaotique de l'heure du déjeuner. Je suis arrivé 15 minutes à l'avance, m'installant à une petite table dans le coin le plus éloigné des fenêtres. J'ai commandé un americano noir, et je me suis assise bien droite, l'épaisse chemise cartonné marron posé de manière de plus en plus menaçante sur la table en bois, devant moi. À midi pile, la cloche au-dessus de la porte a tinté. Declan est entré, et même au milieu de la foule, son arrogance était un phare. Il portait un costume gris anthracite ajusté, qui semblait totalement hors de propos dans ce café. Décontracté, sa fausse Rolex captant les lumières du plafond. Il a balayé la pièce du regard, ses yeux s'ancrant dans les miens. Il n'y avait aucune panique. Dans son expression, aucune hésitation craintive de la part d'un homme qui s'était fait pincer. Au lieu de cela, il arborait un sourire en coin, un air de léger amusement. Alors qu'il s'avançait et se glissait sur la chaise en face de moi. Il n'a pas commandé de boisson. Il s'est simplement adossé, joignant le bout de ses doigts. Et a regardé le dossier cartonné. Alors, l'ingénieur mécontente veut jouer au détective, a-t-il dit, la voix mielleuse, dégoulinante de condescendance. Tu avais l'air très dramatique dans ton message, Mav. Apex Synergy Holdings. Ça fait très peur. Je n'ai pas souri. Je ne suis pas entré dans son jeu d'esprit. J'ai simplement ouvert le dossier, et fait glisser la copie imprimée de l'accord de deuxième hypothèque à travers la table, en tapotant du doigt sur le montant du prêt. 320 000 $, Declan, ai-je dit, d'une voix basse, et ferme, coupant le bruit ambiant du café. Emprunté sur une maison qui a déjà une hypothèque en cours, garantie par une société écran enregistrée à une boîte aux lettres virtuelles dans le Delaware. Point est justifié par des plans d'ingénierie volés, portant mon sceau professionnel. Declan a jeté un coup d'œil au papier, puis s'est tourné vers moi. Il n'a même pas sourcillé. Il a laissé échapper un petit rire doux, et condescendant. Voler est un mot bien dur, Mav. Je préfère appeler cela exploiter les ressources familiales disponibles pour maximiser le potentiel de capitaux propres. Ton père était ravi de fournir la documentation. Cela a vraiment accéléré le processus de souscription. Il était au courant, ai-je demandé, sentant une violente vague de dégoût me tordre l'estomac. Orson t'a donné mes plans? Declan a haussé les épaules, réajustant ses poignets de chemise. Orson m'a signé une procuration générale complète, sur toutes ses affaires financières, il y a 3 semaines. Il a confiance en ma vision. Il sait que pour générer de la vraie richesse, il faut liquider les actifs stagnants. Cette maison restait là sans rien rapporter. Je mets cette valeur nette au travail sur des marchés commerciaux à haut rendement. C'est une arnaque, ai-je déclaré de but en blanc. Tu gères une pyramide de Ponzi, Declan. Il n'y a aucun projet de loft commerciaux au coin de Elm et Maple. La ville a condamné ce site. Tu as pris 320 000 $ de la valeur nette de mes parents, pour rembourser tes dettes antérieures, ou pour financer le style de vie ridicule que Sloan et toi essayez de vous donner. Declan s'est penché en avant, abandonnant son air décontracté. Ses yeux sont devenus froids, plats, et menaçants. La température de l'air entre nous a semblé chuter de 10 degrés. Mettons les choses au clair, belle-sœur, a-t-il chuchoté d'un ton dur. Tu n'es qu'une calculatrice humaine glorifiée. Tu travailles pour un salaire. Tu ne comprends rien à la haute finance, et tu ne comprends certainement pas la psychologie de ta propre famille. Il a tapoté le document d'un doigt manucuré. Penses-tu honnêtement qu'ils vont te croire? Penses-tu qu'Orson, un homme dont l'ego est si fragile qu'il a jeté
Sa propre fille à la rue juste pour se sentir le roi de son château, admettra. Qu'il s'est fait pigeonner? Penses-tu qu'Altia admettra un jour que sa fille parfaite a épousé un imposteur? Il a souri, d'un sourire terrifiant, et prédateur. Je leur ai offert un rêve, Mav. Je leur ai promis un rendement de 20% sur leur investissement. Je leur ai promis une retraite dorée, et anticipée. Toi, tu leur as proposé la réalité d'un budget serré, et du remboursement d'une hypothèque ennuyeuse. Les gens choisiront toujours le beau mensonge plutôt que la vérité blessante. Ils ont signé les papiers. Ils m'ont donné le pouvoir. Tu es totalement impuissante ici. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai refusé de le laisser voir que je tremblais. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, et je l'ai posé sur la table. Testons cette théorie, ai-je dit. J'ai composé le numéro d'Orson. Il a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche. Sa voix a été instantanément hostile. Je t'ai dit de ne pas nous appeler, à moins que tu ne sois prête à t'excuser, et à envoyer l'argent pour l'entretien, Mav, a aboyé Orson. J'ai activé le haut-parleur, faisant glisser le téléphone vers le centre de la table pour que Declan puisse entendre chaque mot. Papa, je suis assise ici. Avec Declan. J'ai consulté les registres fonciers publics. Il a contracté une deuxième hypothèque de 320 000 $ sur la maison. Il utilise une fausse SARL. Le projet de la ville dont il t'a parlé est condamné. Il est en train de voler votre capital. Il y a eu un lourd silence sur la ligne. Declan s'est adossé, croisant les bras. Son sourire moqueur réapparaissant. Il avait l'air suprêmement confiant. Quand Orson a enfin parlé, sa voix tremblait, mais pas de peur. Elle tremblait d'une rage entièrement dirigée contre moi. Tu es une personne profondément malade. Et jalouse, Mav, a craché Orson, le venin de ses paroles résonnant dans le petit haut-parleur. Declan m'avait dit que tu pourrais essayer de faire un coup comme ça. Il m'a prévenu que ta jalousie face au succès de Sloan te rendrait vindicative. Papa, regarde les registres du comté par toi-même, ai-je plaidé, mon calme professionnel se fissurant pendant une fraction de seconde. Il mène une arnaque. Il a pris ton argent. Il investit mon argent, a hurlé Orson. Il assure notre avenir. Une chose que tu n'as jamais pris la peine de faire. Sale gamine égoïste. Tu es morte pour moi. N'appelle plus jamais ce numéro. La ligne s'est coupée avec un clic sec. Declan a pris son téléphone, a vérifié une notification, puis s'est levé, boutonnant sa veste de costume. Il m'a toisé, comme un roi observant un paysan vaincu. Je te l'avais dit, Mav. Ils ont fait leur choix. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un vol à prendre pour un événement de réseautage très important. Bonne fin de café. Il s'est retourné, et est sorti du café, se fondant parfaitement dans la foule animée du centre-ville. Je suis resté seul à table, la tonalité de fin d'appel bourdonnant encore faiblement dans mon téléphone. J'ai contemplé les preuves indéniables de son crime, ces papiers qui ne signifiaient absolument rien pour les personnes qui auraient le plus eu besoin de les voir. La frustration était étouffante, mais elle a rapidement été remplacée par une résolution froide et inébranlable. J'avais fait ma part. J'avais essayé de les avertir. Ils avaient vu la vérité et avaient préféré le mensonge. J'ai rangé le dossier dans mon sac. Ils avaient fait leur choix. Je m'en lavais les mains. J'ai décidé de m'asseoir, et d'attendre que le compte à rebours atteigne 0. Et ce 0 est arrivé bien plus vite que prévu. La semaine suivante a été une leçon magistrale de détachement psychologique. Je me suis plongé corps et âme dans mon travail au cabinet d'ingénierie, me portant volontaire pour des expertises de structures supplémentaires, et passant mes soirées à rédiger des analyses complexes de distribution des charges. J'ai refusé de regarder les réseaux sociaux.
J'ai ignoré la culpabilité persistante et l'attente que la société nous conditionne à ressentir lorsque nous nous éloignons de nos parents biologiques. J'ai traité la situation comme un bâtiment condamné. J'avais signalé les défaillances structurelles critiques. J'avais émis les avis d'évacuation obligatoires. Et maintenant, je me tenais simplement en sécurité derrière le ruban de signalisation, attendant que la gravité fasse son travail inévitable. La gravité a frappé à 2h14 du matin pile, un mercredi. J'ai été réveillé en sursaut par la sonnerie stridente et frénétique de mon téléphone portable. L'écran a illuminé la pièce sombre, affichant un numéro que j'avais bloqué, mais ils appelaient depuis le téléphone d'Altia. Je l'ai fixé, le cœur battant là. Chamade contre mes côtes. Le compte à rebours avait atteint 0. J'ai glissé pour répondre, portant le téléphone à mon oreille. Avant même que je ne puisse dire un mot, un son de pure hystérie a brisé le silence. Mav. Mav, s'il te plaît. Tu dois venir. Aide-moi. Oh mon Dieu, Mav. C'était Sloan. Elle ne se contentait pas de pleurer. Elle hyperventilait, ses mots s'entrechoquant dans une panique chaotique et haletante. Calme-toi, ai-je dit, la voix encore pâteuse de sommeil, mais empreinte de la froide réalité que j'avais anticipée. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti, a hurlé Sloan, le son me transperçant le tympan. Declan est parti. Ses vêtements ont disparu. Son passeport n'est plus là. Sa boîte à montrer. Parti. Et il y a des gens ici, Mav. Il y a des hommes en costume qui fouillent la maison. Ils emportent l'ordinateur de papa. S'il te plaît, je suis terrifié. Tu dois nous aider. Je me suis assise, allumant la lampe de chevet. La satisfaction que je pensais ressentir était totalement absente, remplacée par une fatigue sombre et pesante. Le parasite s'était nourri, et maintenant l'hôte était en train de mourir. J'arrive, ai-je dit, avant de raccrocher. Je me suis habillé rapidement, enfilant un jean et un pull lourd, l'air frais de la nuit de m'a mordant à travers le tissu alors que je me précipitais vers ma voiture. Le trajet vers la banlieue semblait irréel, les rues vides défilant comme dans un montage de film. Alors que je tournais dans la rue familière de ma maison d'enfance, des gyrophares rouges et bleus peignaient les maisons environnantes d'un éclat chaotique et stroboscopique. Il n'y avait pas de voiture de police locale. Les véhicules garés de manière désordonnée sur la pelouse et dans l'allée étaient des SUV fédéraux sombres et banalisés. Je me suis garé plus bas dans la rue, et j'ai couru vers la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Des hommes et des femmes portant des coupe-vents sombres, avec des acronymes d'agences imprimés en lettres jaunes et grasses sur le dos, se déplaçaient méthodiquement dans le salon, transportant des cartons remplis de dossiers et d'appareils électroniques. Je suis monté sur le porche. Ce même Porsche d'où j'avais retiré mon système de filtration d'eau quelques semaines auparavant. Un homme grand, en costume élégant, avec un badge fixé à sa ceinture, s'est tenu dans l'embrasure de la porte, me barrant le passage. Arrêtez-vous là, madame. C'est une scène de crime active, a-t-il dit, d'une voix ferme et autoritaire. Je m'appelle Mav, ai-je dit, en levant les mains. Je suis la fille d'Orson et d'Altia. Je n'habite pas ici. Je suis venu parce que ma sœur m'a appelé. Le regard de l'agent s'est légèrement rétréci, m'évaluant. Il a tapoté son oreillette, a murmuré quelque chose, puis a hoché la tête. Je suis l'enquêteur Beckett, de la division des crimes financiers, a-t-il déclaré. Entrez, mais restez dans le hall. Ne touchez à rien. La scène à l'intérieur de la maison était un portrait de dévastation totale. On aurait dit qu'un ouragan avait traversé l'illusion si soigneusement entretenue de leur vie. Orson était assis sur la dernière marche de l'escalier, le visage blafard,
fixant le sol d'un regard vide. Altia était blottie dans un coin de la salle à manger, se balançant d'avant en arrière, secouée par des sanglots incontrôlables. Et puis, il y avait Sloan. Elle arpentait le couloir dans un pyjama en soie vert émeraude, d'un prix exorbitant, ses cheveux en bataille, serrant une liasse de cartes de crédit dans ses mains tremblantes. L'enquêteur Beckett m'a fait signe de passer dans la cuisine, à l'écart du chaos. Votre famille a été victime d'une fraude électronique, et d'un détournement de fonds massif, et sophistiqué, a-t-il déclaré, d'un ton professionnel, et détaché. Je sais, ai-je répondu doucement. C'était deux clans, Apex Synergy Holdings. Beckett a haussé un sourcil, visiblement surpris par ma connaissance immédiate des faits. Vous êtes au courant pour la Sarl? J'ai hoché la tête. J'ai consulté les registres de propriété la semaine dernière. J'ai vu la deuxième hypothèque de 320 000 $. J'ai essayé d'avertir mon père, mais il a refusé d'écouter. Il a donné les pleins pouvoirs à deux clans. Beckett a soupiré, se frottant l'arête du nez. C'est bien pire qu'une simple hypothèque, Mav. Votre beau-frère dirigeait une pyramide de Ponzi classique, à haut rendement. Il utilisait les fonds des nouveaux investisseurs pour payer de faux dividendes aux plus anciens. Le système s'est effondré il y a 3 jours, lorsqu'un investisseur institutionnel majeur a exigé un audit. Beckett a sorti un petit carnet de la poche de sa chemise. Il a utilisé la procuration pour garantir les 320 000 $ sur cette propriété. Mais il a également liquidé tout le portefeuille de retraite de vos parents. Il a vidé leur compte d'épargne, leur fonds d'urgence, et a liquidé la pension de votre père. 185 000 $ d'argent liquides ont disparu. Il a transféré la somme totale vers des comptes offshore dans les îles Caïmans, pour couvrir ses traces, et il a fui le pays. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. 185 000 $ d'économie d'une vie. Plus 320 000 $ de dette. Un demi-million volé en un clin d'œil. Il ne leur a rien laissé, ai-je chuchoté, la mesure réelle du massacre financier s'imposant. Enfin à moi. Moins que rien, a corrigé amèrement Beckett. Ils doivent les 320 000 $ au prêteur, et l'hypothèque d'origine est toujours active. La banque entamera la procédure de saisie d'ici la fin du mois. Je suis désolé. Mav. Ils sont complètement en faillite. J'ai regardé vers le couloir. Ma famille était détruite, dépouillée de sa fierté, de sa richesse, et de son illusion dorée. Est-ce que vous commencez à voir rouge, vous aussi? Parce que ce que ma sœur a dit ensuite m'a presque fait perdre la tête. Continuez à lire. Sloan ne pleurait pas parce que son mari était un criminel. Elle pleurait parce que ses cartes de crédit étaient soudainement refusées. Et puis, elle a déversé sa colère sur moi. La réalité de la situation flottait dans l'air de la maison, comme une fumée épaisse et étouffante. Les agents fédéraux poursuivaient leur sinistre travail, étiquetant l'ordinateur de bureau d'Orson, et cataloguant les faux sacs de créateurs que deux clans avaient achetés pour Sloan, comme preuve potentielle d'actifs acquis avec des fonds volés. Je suis sorti de la cuisine, et je me suis tenu dans le hall, contemplant les ruines de ma famille. Le rapport de force, si rigidement imposé pendant des années, s'était violemment inversé en l'espace de quelques heures. Orson s'est lentement relevé de l'escalier. Il paraissait avoir vieilli de 20 ans. Le patriarche arrogant, à la voix tonitruante, qui m'avait ordonné avec assurance de quitter sa maison, avait disparu. Il a titubé vers la porte d'entrée, sa respiration courte et irrégulière. Il a dû s'agripper au cadre de la porte, s'appuyant lourdement contre le bois, puis a chancelé sur le porche, se retenant au capot d'un SUV fédéral garé là, simplement pour s'empêcher de s'effondrer sur le béton. Son visage avait une teinte effrayante, blanche comme de la craie. Altia a enfin cessé de se balancer, et a levé les yeux.
Son regard rouge, et gonflé, a balayé la pièce pour finalement s'arrêter sur moi. Elle a tendu une main tremblante, sa voix n'étant plus qu'un murmure frêle et pathétique. Mav. Mav, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas d'argent. Pour les courses. Les comptes sont vides. Avant même que je ne puisse assimiler la tragédie absolue de sa question, Sloan s'est jeté sur moi. Elle a traversé le couloir en 3 enjambées frénétiques, son pyjama de soie émeraude. Hors de prix bruissant autour de ses jambes. Son visage était tordu en un masque de pur et odieux sentiment de supériorité. Elle a attrapé les revers de mon manteau d'hiver bon marché et utilitaire, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le tissu. Tu savais, a hurlé Sloan, sa voix résonnant sur les murs, attirant l'attention de l'enquêteur Beckett et des autres agents. Tu as dit à papa que tu savais pour la SARL. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté, Mav? Pourquoi tu n'as rien fait? Je l'ai fixé, la pure audace de son accusation glaçant le sang dans mes veines. Elle se était tenue au milieu des décombres d'une fraude d'un demi-million de dollars, portant des vêtements achetés avec de l'argent volé, et elle rejetait la faute sur la personne qu'elle avait expulsée avec joie. Tu dois régler ça, a-t-elle exigé, en secouant violemment mon manteau. Tu as ce travail d'ingénieur. Tu as des économies. Tu devais rembourser cette deuxième hypothèque tout de suite, avant que la banque ne saisisse la maison. Tu dois donner l'argent à papa. Le bruit chaotique de la maison a semblé s'estomper, ne laissant que le son de la respiration saccadée de Sloan, et le tic-tac d'une horloge murale. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas répondu à son hystérie. J'ai levé les bras, mes mains bougeant avec une précision lente et délibérée. J'ai saisi ses poignets, mes doigts se refermant sur ses os délicats, et j'ai décollé de force ses mains de mon manteau. Je l'ai repoussé, créant une frontière solide d'espace physique entre nous. Regarde-toi, Sloan, ai-je dit, d'une voix dangereusement calme, tranchant sa panique comme un scalpel. Elle a cligné des yeux, stupéfaite par ma résistance physique. Quoi? J'ai désigné sa tenue de nuit. Tu portes un pyjama en soie qui coûte plus cher que mon budget hebdomadaire de course. Tu tiens des cartes de crédit platine que de clan à rembourser en utilisant l'argent de la retraite de maman et papa. Je vous ai prévenu. Je me suis assise dans un café. J'ai examiné les documents, et j'ai appelé papa pour le prévenir que ton mari était un voleur. Et qu'est-ce que papa a répondu, ai-je demandé à haute voix dans la pièce. Il m'a dit que j'étais une personne profondément malade, et jalouse. Il m'a dit que j'étais vindicative. Il m'a dit que j'étais morte pour lui, et il m'a ordonné de ne plus jamais l'appeler. J'ai de nouveau regardé Sloan, qui me fixait avec des yeux ronds de terreur. L'illusion sur laquelle elle avait construit toute son identité s'était envolée. Elle n'était plus la riche épouse d'un investisseur en capital investissement, elle était la complice fauchée, et sans emploi, d'un fugitif fédéral. Tu voulais la maison, Sloan, ai-je continué, mes mots la frappant comme des coups physiques. Tu voulais ma chambre. Tu as ri, et tu m'as dit de ne pas me prendre la porte en sortant, alors je suis parti. J'ai fait exactement ce qu'on m'avait ordonné de faire. Je me suis mêlé de mes affaires. Mais on est une famille, a gémi Sloan, les larmes coulant enfin sur ses joues. Tu ne peux pas nous laisser perdre la maison. Tu as l'argent. J'ai laissé échapper un rire sec et dénué d'humour. C'était le rire d'une femme qui avait enfin exorcisé le fantôme de l'obligation familiale. Non, Sloan, ai-je dit froidement. J'avais de l'argent. L'argent que j'ai dépensé pour empêcher ce toit de s'effondrer. L'argent que j'ai dépensé pour payer l'hypothèque d'origine. Je vous ai donné tout ce que j'avais, et vous avez tout remis à un escroc parce qu'il portait une montre brillante, et vous racontait de jolis mensonges.
J'ai fait un pas en arrière, me dirigeant vers la porte d'entrée. Je ne vous donnerai plus un centime. Ni pour l'hypothèque, ni pour les courses, ni pour vos factures de carte de crédit. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi le mensonge. Maintenant, assumez-le. Je suis sorti par la porte d'entrée, passant à côté d'Orson. Il ne m'a pas regardé. Il fixait simplement le trottoir humide, un homme brisé qui avait troqué sa fille loyale contre une illusion tapa accent grave l'œil. Je suis monté dans ma voiture, le moteur vrombissant, couvrant les bruits de sanglots d'Altia. L'intérieur de la maison. Je me suis éloigné des gyrophares des véhicules fédéraux, laissant les décombres derrière moi. Je ne ressentais aucune culpabilité. Je ne ressentais aucune tristesse. Je ne ressentais qu'un immense et profond vide, rapidement suivi par l'oxygène pur et revigorant d'une libération totale. La réalité de leur faillite commençait à s'installer. Mais la banque n'était pas la seule à s'en prendre à eux. 6 mois plus tard, la poussière était enfin retombée, révélant le paysage morne et impitoyable des conséquences. L'hiver. Domas s'était adouci en un printemps frais, mais il n'y avait pas de renaissance pour ma famille. La banque avait agi avec une efficacité impitoyable. Avec une deuxième hypothèque massive en défaut de paiement, et l'hypothèque d'origine impayée depuis le jour de mon départ, le processus de saisie fut rapide et brutal. Ma maison d'enfance, celle pour laquelle j'avais vidé mes économies afin de la protéger, a été saisie, vendue aux enchères à une société de gestion immobilière, et repeinte d'un gris stérile et sans vie. Les répercussions de la pyramide de Ponzi de deux clans s'étaient propagées violemment dans notre réseau familial élargi. Tante Béatrix, la championne de la moralité sur Facebook, qui m'avait si vicieusement attaqué pour avoir abandonné mes parents, avait secrètement donné 50 000 $ de ses propres économies à deux clans. Elle était convaincue d'entrer au premier niveau de son faux empire immobilier commercial. Lorsque les agents fédéraux ont perquisitionné la maison, et que la nouvelle a éclaté, Béatrix a perdu la tête. Son journal public, autrefois un sanctuaire dédié à la prétendue vertu de ma famille, et à ma cruauté supposée, s'est transformé en une zone de guerre numérique. Elle publiait quotidiennement des diatribes délirantes, maudissant Orson et Altia pour avoir introduit un criminel dans la famille. Elle exigeait qu'il lui rembourse les 50 000 $. Elle identifiait Sloan sur des photos d'avis de recherche de deux clans émis par les autorités fédérales. Les sbires qui m'avaient autrefois attaqué s'entre-déchiraient désormais, se disputant les restes d'une fortune volée. C'était une justice sombre et poétique que j'observais d'une distance de sécurité, en sirotant un café dans mon appartement paisible. La réalité de leur nouvelle vie contrastait cruellement et misérablement avec le luxe qu'ils avaient brièvement feint d'apprécier. Avec leur crédit détruit, leurs économies envolées, et une dette massive au-dessus de la tête. Orson et Altia ont été contraints de louer un appartement de 2 chambres. Exigu, et mal isolé, dans un quartier industriel difficile, à la périphérie de la ville. Orson, un homme dont la fierté féroce avait autrefois dicté chaque règle du foyer, a été forcé de sortir de sa retraite. À 65 ans, le corps douloureux, et l'esprit brisé, il a pris un emploi de concierge de nuit dans un lycée local. Il passait ses nuits à laver les sols des vestiaires des gymnases et à vider les poubelles, une pénitence brutale et épuisante pour son arrogance aveugle. Altia a pris un travail à temps partiel comme réceptionniste dans un motel bon marché. Ses journées passées à tricoter et à s'extasier sur des assiettes en porcelaine étaient définitivement révolues. Et quant à Sloan, l'enfant chéri, l'aspirante influenceuse qui refusait de boire autre chose que de l'eau filtrée par osmose inverse. Avec un deux clans évanoui dans la nature, et le gouvernement fédéral surveillant tous ses comptes, elle n'a pas eu d'autre choix que d'intégrer le monde du travail, qu'elle méprisait pourtant si profondément.
Une amie commune m'a dit qu'elle avait vu Sloan travailler comme caissière dans un supermarché de hard discount. Elle a décrit Sloan se tenant sous les lumières fluorescentes crues, portant un uniforme en polyester bon marché, scannant des codes-barres pour le salaire minimum, l'air totalement vaincu. Ses ongles manucurés étaient écaillés, son pyjama de soie chère avait disparu depuis longtemps, vendu à un dépôt-vente simplement pour payer la facture d'électricité. Le grand destin qu'elle pensait mériter s'était évaporé, là, laissant piéger dans cette réalité banale dont elle se moquait autrefois chez moi. J'avais maintenu des limites strictes et impénétrables. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis la nuit de la perquisition. J'ignorais les lettres qui arrivaient dans ma boîte aux lettres, les renvoyant à l'expéditeur sans les ouvrir. J'ai bloqué les nouveaux numéros de téléphone avec lesquels il tentait de m'appeler. Un soir, alors que je préparais le dîner dans ma cuisine. Calme, mon téléphone a sonné. C'était un numéro provenant du lycée où travaillait Orson. Je l'ai fixé, oubliant la casserole de sauce pour pâtes qui mijotait. Une curiosité morbide, un désir d'entendre la reddition finale, m'ont poussé à répondre. Allô, ai-je dit, d'une voix neutre. Mav. C'était Orson. Sa voix était méconnaissable. Elle était faible, enrouée, et dépouillée de toute son ancienne autorité tonitruante. Il avait l'air vieux. Il avait l'air terrifié. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Mav, s'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-il supplié, sa respiration étant saccadée. Nous coulons. Le loyer de cet appartement vient d'augmenter. Mon dos me lâche à force de passer là. Serpillière. Sloan a été licenciée du supermarché parce qu'elle a hurlé sur un responsable. Nous ne pouvons pas payer les courses cette semaine. Il a fait une pause, attendant que la fille empathique, qu'il exploitait autrefois, intervienne pour lui tendre une perche. Devant mon silence, il a insisté. Je sais que tu as ce bel appartement en centre-ville. Je sais que tu as eu une promotion. S'il te plaît, Mav, est-ce que maman et moi pouvons venir loger chez toi, juste pour quelques mois, le temps que nous nous relevions? Nous dormirons sur le canapé. Nous avons juste besoin d'un endroit sûr. L'ironie monumentale de sa demande était stupéfiante. L'homme qui s'était assis en bout de table, à une table que j'avais payée, et qui m'avait ordonné d'abandonner ma chambre pour un escroc, me suppliait maintenant de dormir sur mon canapé. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon scintillante de la ville que j'avais conquise par moi-même. Papa, ai-je dit, d'une voix étrangement calme, portant le poids de 4 années de colère réprimée, et d'une victoire finale incontestable. Oui, a-t-il demandé, une lueur désespérée d'espoir dans la voix. Je n'ai qu'un appartement d'une chambre, ai-je déclaré froidement. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit lors de ce dîner? Tu m'as dit que je devais soutenir ma sœur, et aller dormir au sous-sol. J'ai pris une lente, et profonde inspiration. C'est vraiment dommage, Orson, car mon immeuble d'appartement de luxe n'a pas de sous-sol. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, et j'ai appuyé sur le bouton rouge, coupant la ligne. J'ai bloqué le numéro du lycée. J'avais enfin brisé la chaîne. Je n'étais plus le dommage collatéral de leur dynamique familiale tordue. Le clic du téléphone mettant fin à cet appel avec Orson a été le point final, et définitif, du chapitre le plus sombre de ma vie. J'ai posé l'appareil sur le comptoir, et j'ai ressenti une profonde légèreté physique envahir tout mon corps. Le poids fantôme que j'avais porté sur mes épaules, le fardeau écrasant de leurs attentes, de leurs dettes, de leurs sentiments infinis que tout leur était dû, tout cela avait bel et bien disparu. Pour de bon. Je n'étais plus le pilier invisible qui soutenait une structure en ruine. J'étais libre.
Le contraste entre leur effondrement et mon ascension était saisissant, mesuré. Par le type exact de chiffres que mon esprit d'ingénieur adorait. Alors qu'il se noyait dans un demi-million de dollars de dettes et occupait des emplois au salaire minimum pour survivre, ma carrière avait pris son envol. Libéré du stress constant et de la ruine financière causée par ma famille, j'avais concentré toute mon énergie sur ma profession. À peine 2 semaines après ce dernier appel téléphonique, les associés principaux de mon entreprise m'ont convoqué dans la salle de conférence aux parois de verre. Ils avaient examiné mes plans de structure, ces mêmes plans que de Clan avait volé pour faciliter sa fraude, et ils avaient été époustouflés par la précision et l'efficacité de mes conceptions. Ils ne se sont pas contentés de me féliciter d'une tape dans le dos. Ils m'ont accordé une promotion au poste de directrice principale de projet, un titre assorti d'un immense bureau d'angle, et d'une augmentation stupéfiante de 45% de mon salaire de base. J'avais pris cette augmentation, et j'avais amélioré ma qualité de vie. J'ai quitté mon petit studio, et j'ai signé le bail d'un magnifique appartement dans une tour résidentielle, avec vue sur la rivière. Il offrait des bails vitrés s'étendant du sol au plafond, une cuisine de chef, et un balcon immense. C'était un espace entièrement financé par mon propre talent, et mon travail acharné, un sanctuaire que personne ne pourrait plus jamais exiger que j'abandonne. Par une douce soirée de vendredi, je me tenais sur ce balcon, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau sombre en contrebas. Rowena était assise dans un fauteuil de jardin moelleux à côté de moi, nous versant de généreux verres d'un Cabernet Sauvignon cher, écorsé. À la directrice principale de projet, dit Rowena, en levant son verre avec un large sourire sincère. Que tes structures ne faillent jamais, et que tes limites restent en béton armé. J'ai ri, d'un rire clair et joyeux, et j'ai trinqué avec elle, au béton armé. Tout en sirotant mon vin, la brise fraîche de la soirée m'effleurant, je me suis accordé un moment de réflexion profonde. Le voyage depuis cette table étouffante de salle à manger, jusqu'à ce balcon, avait été brutal. Il m'avait obligé à démanteler tout ce que je pensais savoir sur la loyauté et l'amour. La société nous programme dès la naissance pour croire que les liens du sang sont plus forts que tout. On nous enseigne que la famille est un lien incassable, un filet de sécurité inconditionnel pour lequel nous devons nous sacrifier, peu importe la toxicité de l'environnement. But la vérité, cette vérité dure et indéniable que j'ai apprise à mes dépens. C'est que le sang ne signifie rien s'il est utilisé comme une arme de manipulation. Une famille est censée être une équipe. Elle doit être une fondation construite sur le respect mutuel, la gratitude et le soutien. Orson, Althea et Sloan n'étaient pas ma famille, ils étaient des parasites. Ils voyaient ma réussite non pas comme un sujet de célébration, mais comme une ressource commune à exploiter et à piller. Ils exigeaient mon argent, mon temps et mon espace de vie. Mais ils n'offraient rien en retour, si ce n'est du jugement et la menace constante et planante de l'exil, si je cessais de m'exécuter. Lorsqu'ils ont choisi de clan, lorsqu'ils ont préféré la fausse montre brillante et les promesses creuses d'un escroc à la fille qui leur offrait littéralement un toit, ils n'ont pas seulement commis une erreur financière. Ils ont révélé leur valeur profonde. Ils ont valorisé l'illusion de la richesse, au détriment de la réalité du sacrifice. Fixer une limite, une vraie limite inébranlable, est la chose la plus terrifiante qu'une personne puisse faire. Quand je suis sorti de cette maison, avec mon téléviseur et mon filtre à eau, je me sentais coupable. Quand tante Béatrix a lâché la meute d'Internet sur moi, je me sentais comme un monstre. Mais les limites ne sont pas conçues pour punir les autres, elles sont conçues pour vous protéger. Si j'étais resté, si j'avais cédé aux exigences d'Orson, en emménageant dans ce sous-sol moisi, deux clans auraient volé mes économies aussi. Je serais en faillite à leur côté, à scanner des articles d'épicerie avec Sloan, pour rembourser une hypothèque frauduleuse. Partir a été un acte d'extrême préservation de soi.
C'était le moment où j'ai cessé d'être le bouc émissaire, pour enfin devenir l'auteur de ma propre vie. J'ai appris à privilégier ma paix d'esprit, au détriment de leur confort. J'ai appris que j'ai le droit de profiter des fruits de mon travail, sans me sentir coupable de voir mes abuseurs subir les conséquences de leurs propres actes. Ma famille choisie se compose désormais de personnes comme Rowena, des gens qui me soutiennent, qui célèbrent mes promotions, et qui ne m'ont jamais demandé de financer leurs illusions. Le lien du sang a été rompu, mais la blessure a cicatrisé proprement, laissant derrière elle une marque qui me rappelle simplement à quel point je suis devenue forte. Mais même avec toute cette paix, l'écho du passé refait parfois surface. L'histoire de la ruine de ma famille est devenue un cas d'école, dans notre cercle élargi. Bien que la plupart des gens aient compris la vérité, après l'inculpation fédérale et l'effondrement public de tante Béatrix, il reste des murmures. Je reçois encore occasionnellement un message Facebook égaré, de la part d'un cousin éloigné, ou d'un vieil ami de la famille, me traitant de démon. Ils disent que, peu importe ce qu'Orson et Altia ont fait, ils restent mes parents. Ils soutiennent que laisser des personnes âgées travailler comme agents d'entretien, pendant que je vis dans un appartement de luxe, est un péché. Ils me disent que j'aurais dû les renflouer une dernière fois, simplement pour leur éviter la rue. C'est un discours qui tente de me ramener dans le piège de la culpabilité, une dernière tentative désespérée de me rendre responsable d'un désastre, que j'avais pourtant tenté de prévenir. Alors, je dois vous poser la question, ai-je été trop dur? Aurais-je dû les renflouer une dernière fois? Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez partagé ma frustration, et applaudi ma liberté, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner, laissez un j'aime, et partagez vos impressions dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. À bientôt pour la prochaine histoire.